Salut Johan. Salut Nico. Avant de démarrer ce nouvel épisode, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, alors je suis Yohan Lopez, le fondateur de Snowball, donc une newsletter qui vulgarise, démocratise l'univers de l'argent en général, on va dire. Super, merci. Donc voilà, on a placé le décor. Le décor aujourd'hui, ça va être newsletter. On va parler de la création de newsletter en tant que média. Donc pas la bête newsletter que peut-être vous connaissez encore. Mais on va vraiment parler Mhm. de créer un vrai média, une newsletter ici payante. Et on va découvrir un petit peu comment tu en es arrivé à ce projet, puisque c'est parti d'un side business, vraiment dans l'essence même du side business, pour devenir aujourd'hui ton main business avec une équipe, avec des chouettes projets, notamment tech, qui sont en train de se créer au sein même de ce projet. Avant de Ouais. rentrer là-dedans, tu pourrais peut-être un peu, que les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens avant d'arriver à ce projet. Et puis, on va décortiquer vraiment aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien mettre un peu à poil les projets. Et puis, on va parler aussi d'idées de newsletter à lancer. Donc, restez jusqu'au bout, puisque si c'est un sujet qui vous intéresse, on va essayer avec Johan de voilà, faire un petit ping-pong. Déjà, de tout ce qu'il a pu apprendre, pouvoir partager un peu des pépites et puis aussi des idées, évidemment, de side business autour de la création de newsletter. Donc, pour commencer, peut-être nous raconter un peu ton parcours et Ouais, comment t'en es arrivé là. carrément. Alors du coup, moi je sors de la fac d'économie. Fac d'économie, j'ai atterri dans l'univers des startups parce que c'est voilà, un univers qui me passionne depuis assez longtemps. Et je bosse du coup en marketing pendant 7 ans à peu près dans deux startups. D'abord chez WeThings, donc qui est une startup dans l'univers des objets connectés, santé, bien-être. Et ensuite chez Comet, après avoir fait le wagon. Donc ceux qui connaissent pas, c'est un bootcamp pour apprendre à développer en 2 mois en gros. Enfin, en tout cas pour avoir les bases pour savoir développer. Et donc, j'atterris chez Comet en tant que directeur marketing. Donc, Comet, c'est une place de marché qui met en relation des freelances avec des entreprises. Et donc, par hasard, en 2020, tu disais side business, mais non, au début, c'était même pas un side business, c'était juste un side project, on va dire. Il n'y avait même pas de volonté forcément de Ouais. monétiser. Et donc, c'est en mars 2020 que je lance Snowball. Donc là, le but, c'était vraiment de partager à la fois ma passion pour l'économie et mes connaissances dans l'univers des finances perso, parce que depuis la fac, c'était resté comment dire, un, un hobby très 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 présent dans ma vie. Et du coup, voilà, c'était l'occasion de... Substack venait de se lancer, donc Substack, c'est la plateforme que j'utilise qui permet d'envoyer des newsletters. Venait de se lancer, c'était hyper simple de créer une newsletter, et donc je dis bon, pourquoi pas. Donc voilà, le parcours rapide de la fac jusqu'à Snowball. Super. Bah oui, donc il y a un vrai background quand même économique et un intérêt pour le sujet de la Ouais, newsletter que tu as lancé au départ, peut-être une passion, puisque tu avais déjà, je pense, eu des signaux forts avant de te lancer? En tout cas, des signaux des gens autour de toi qui avaient envie peut-être d'en ouais, savoir plus, parce que tu partageais déjà un petit peu, tes propres invests. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? ouais, carrément. Bah déjà, j'avais, ouais. Alors déjà, enfin juste parenthèse, mais en fait, Snowball n'était même pas la première newsletter que j'ai lancée, parce que j'avais lancé une autre newsletter avant qui était donc Behind the Curtain. Et là, le but, c'était d'aller explorer les coulisses des startups, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un univers qui me passionne, et du coup, j'avais lancé cette newsletter avant Snowball. Donc, je sais pas, à l'époque, il devait y avoir 3000 abonnés, un truc comme ça. Et, euh, et donc, une fois que j'ai lancé ça, en effet, chaque année, je partage plein de data sur ma vie YOLO? dans, ce, dans ce que j'ai appelé le YOLO Report, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, je partage le nombre de pas que j'ai fait, le nombre de bières que j'ai bu. Et là, pour la première fois, je partageais pas le nombre, mais mes finances perso, tout simplement. Donc, dans quoi j'ai investi, mes assurances vie, les actions dans lesquelles j'ai pu investir. Et en effet, j'ai eu pas mal de retours de personnes que je connaissais ou que je connaissais pas, qui m'ont posé des questions. Pourquoi tu as ouvert telle assurance vie? Comment on fait? Et donc là, c'était un peu le signal
signal faible ou fort, je sais pas comment on peut dire, mais je dirais un peu faible quand même celui-là, qu'il y avait un intérêt pour cet univers-là et je me suis dit: «Bah, si les gens me posent des questions, peut-être que si j'écris du contenu, les gens, même que je connais pas, vont me lire» et donc voilà, ça a un peu mûri dans ma tête et je crois que c'était en février, donc une fois que voilà, j'avais quand même réfléchi à tout ça, je fais un post LinkedIn où j'annonce que je vais, lancer, une newsletter quoi, tout simplement, avec, quelques teasers sur les sujets que j'allais aborder donc tu vois, à l'époque, j'avais fait justement un side business de location de véhicules sur Drivey. C'était Drivey à l'époque, Getaround maintenant. J'avais dit ça, j'avais dit comment j'ai investi dans un Matisse. Donc là, c'était avec Masterworks qui permet d'investir dans des tableaux de façon fractionnée. Bref, c'était un peu la waiting list de Snowball. Et là, du coup, il y avait plus de 1000 likes, 1000 personnes qui avaient commenté parce que j'avais fait le classique laissez un commentaire et je vous préviendrai quand la news sera lancée. Et voilà. Et donc là, c'était validation comment dire, du modèle, du sujet, du fait que les gens seraient intéressés par une newsletter, tout simplement, sur les finances perso. Et donc, je la lance en mars 2020 sur Substack, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, voilà, j'avais pas forcément de projet particulier par rapport à ça. Je dis, bon, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'était vraiment le tout début là. Ouais, donc technique qui marche encore, hein, donc mais en général, tu vois, c'est vrai que, tu parlais de signal, faible, signal fort. Je pense qu'ici, tu as quand même eu un signal assez fort, c'est-à-dire, on se trompe pas trop, tu vois, dans quand on crée des MVP, qu'on parle de product market fit, tout ce genre de choses. Mhm. Généralement, quand il y a un signal aussi fort au tout début, c'est qu'on a quand même, touché quelque chose. Ouais. Hem, C'était quoi les étapes d'après? Donc un post LinkedIn qui part un peu viral, on peut le dire. Mhm. Là, tu es encore en post, marketing Ouais. chez Comet. Après, c'est quoi dans la ligne du temps? Comment ça c'est comment les choses se sont enchaînées? Et puis j'aimerais bien comprendre, bah, en fait, OK, bon, maintenant les gens s'abonnent à Substack. C'est que tu Mhm. commences à publier quoi? Sur quel sujet? Tu avais déjà dans ta tête un plan d'action? C'est comment tu as monté ça au tout début? Alors, donc là, on est. Alors, je pense que la première édition. Non, j'ai lancé le Substack peut-être une semaine ou 2 semaines avant le premier confinement. Donc, en gros, pile au moment où je lance Snowball, bah, c'est un peu la galère côté boulot, donc il y a pas mal de trucs à faire, mais je lance quand même. Et en plus de ça, bah, il y a pas mal de gens qui se retrouvent au chômage. J'ai oublié le nom. Économique ou Ouais, non, j'ai oublié. Il y avait un nom particulier, mais oui, c'est ça. Chômage économique. Et donc, c'était le bon timing parce que bah, les gens n'avaient plus grand-chose à faire et donc ils pouvaient lire. Donc voilà, niveau timing, c'était assez cool, même si j'ai pas fait exprès. Enfin, assez cool. La période n'était pas cool, hein, mais en tout cas pour Snowball, ça a bien marché. Et les sujets, bah, en fait, tu vois, le premier sujet, c'était quoi? C'était gérer son budget. Parce qu'en fait, moi, je m'étais amusé, ça faisait des années que j'utilisais une Google Sheet pour suivre mon budget, le gérer. Et donc, cette première édition était basée sur cette Google Sheet. Parce que je l'avais déjà partagé à quelques amis, tu vois, avant, qui Mmh. l'utilisaient. Donc, je me dis, bon, ça aussi, c'est peut-être un sujet qui pourrait plaire aux gens. Donc, ça, c'est le premier lancement. Et suite à ça, bah, en gros, je faisais une fois. C'était 2 fois par mois, donc je publiais 2 fois par mois. Donc à chaque fois, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je j'ai pas vraiment de calendrier éditorial. Je choisis un peu au dernier moment et donc voilà, donc là le premier c'était, gestion de budget, deuxième ça devait être, comment investir en bourse ou un truc comme ça, les outils que j'utilise. En gros, je me basais à chaque fois sur vraiment des trucs assez personnels, qui me permettaient de bah, je pense que vu que c'est un truc que moi j'ai déjà fait, ça crée un comment dire?
pas un lien, mais c'était pas générique, tu vois. T'avais pas l'impression d'être dans un cours d'amphithéâtre à apprendre l'économie. T'avais plus l'impression d'être, ok, je suis avec un pote qui m'explique comment il fait et je vais pouvoir l'adapter moi à moi. Donc très 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 tuto, très terre à terre, très actionnable, quoi. Et voilà. Et donc rapidement, les gens m'ont naturellement écrit, tu vois, en me disant ah c'est cool, j'ai compris ça, ou grâce à toi j'ai mis en place ma gestion de budget. Bref, j'ai eu pas mal de retours qualitatifs super intéressants. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, ça peut devenir un vrai projet, enfin un vrai. Non, là, c'était plus, ok, ça peut devenir un side business. Ouais. Tu vois, là, je suis passé de projet à side business. Et je me suis dit, bon, si j'apporte de la valeur, là, gratuitement, potentiellement, je peux apporter encore plus de valeur, pas gratuit, quoi, en mode payant. Et je voulais pas aller vers de la publicité parce que j'étais trop petit. On était en plein Covid. Bon, c'est pas le meilleur moment, je pense, pour lancer ça. Donc, je me suis dit, bon, le plus simple, c'est potentiellement les abonnements payants. Et donc là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais rajouter à la newsletter actuelle pour apporter encore plus de valeur? Donc j'ai noté toutes les idées. Donc j'avais lancé un Slack, une communauté, écrire une newsletter supplémentaire toutes les semaines avec des analyses d'actions. Bref, faire un format PDF de la newsletter. Bon, j'ai noté vraiment plein de trucs. Et donc là, j'ai refait un post LinkedIn. En gros, j'ai dit, bah voilà, je vais lancer une version payante de la newsletter. Je sais plus, j'avais teasé d'une façon un peu différente. Et donc, j'avais demandé encore une fois aux gens de se dire, ok, commentez si vous voulez participer à la bêta de ce lancement. Et donc ensuite, suite à ça, je sais plus, il devait y avoir 200 personnes ou une centaine, un truc dans ce genre. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait non, j'ai fait 2 Typeforms où du coup, j'avais vraiment noté, j'ai fait, ok, qu'est-ce que tu penses de une communauté Snowball où tu peux échanger avec des gens comme toi? Note-le de 0 à 10. Ensuite, ok, que penses-tu d'une newsletter hebdomadaire où je vais analyser une action? Note de 0 à 10. Et donc ça, j'ai déroulé. Et à la fin, je disais, bah, par rapport à tout ça, est-ce que tu serais prêt à payer un abonnement pour tout ce que je t'ai dit en haut, quoi? Oui, non. Et du coup, si la personne répondait oui, bah, du coup, là, j'utilisais des méthodes de pricing. Donc j'en ai utilisé 2. J'ai oublié les noms exacts des méthodes, mais en gros, il y en a une, c'est est-ce que tu serais prêt à payer 4 euros? La personne dit oui, non. Si elle clique sur oui, tu dis ok, est-ce que tu serais prêt à payer 5 euros? Et ainsi de suite, jusqu'à que la personne s'arrête. Et du coup, sur le volume, bah, ça te donne un ordre de grandeur de quel est l'abonnement, enfin le prix moyen qui maximiserait tes revenus. Et j'ai pris une autre méthode qui est un peu différente, mais en gros qui est à partir de combien tu penses que c'est tellement pas cher que tu doutes de la qualité, à partir de quand tu trouves que c'est trop cher et tu dis non, impossible, à partir de combien tu te dis ok c'est un peu cher mais j'hésite quand même un peu, et à partir de combien tu prends direct, quoi. Et par rapport à ça, bah, tu peux sortir aussi un prix moyen. Et donc grâce à ça, je me suis retrouvé avec je sais plus, mais je crois que 80% des gens qui avaient participé au formulaire avaient dit je suis prêt à payer. Et le prix moyen sur lequel je suis tombé, c'était le prix auquel j'avais pensé, c'était autour de 6 euros. Et donc voilà. Donc à partir de là, j'ai lancé la version payante et on était 1 mois et demi après, je pense. 1 mois. C'était avril. Ouais, donc 1 mois après. C'était allé assez vite. Ouais, donc voilà, bon, c'était ça à peu près le. j'espère que tu as encore enfin, tous les liens, ou en tout cas, on va essayer de partager, évidemment. Je vous l'ai pas dit en introduction, mais comme à chaque fois, on va faire une édition écrite de cette interview dans laquelle Yes. j'espère que Johan pourra retrouver un maximum des liens dont il parle, hein, que ce soit le premier post LinkedIn, bon ça je pourrais le retrouver, mais ce petit formulaire, enfin, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est que les gens comprennent. Il y a des méthodes qui peuvent vraiment apporter des réponses significatives quand on lance un side business. Et toi, tu l'as exécuté depuis le début d'ailleurs de Snowball, et tu continues à l'exécuter en permanence, en fait, ce genre de méthode, tout simplement de créer du lien avec les gens, de sonder l'audience, de prendre du feedback, de voir ce que les gens veulent, tout simplement.
Ouais, Alors que beaucoup de gens se trompent, ils vont plutôt faire ce que eux ont envie de faire plutôt que d'écouter le marché et de faire ce que les gens ont envie d'avoir ou ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Et toi, depuis le début, c'est vraiment au cœur de ton projet, en fait, hein, le fait de s'exposer, d'engager les gens, de parler avec eux et puis de ouais. comprendre tout simplement Quoi ce que qu'ils ont envie, quoi. ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que souvent, souvent, quand même, ton intuition, même si tu la valides souvent avec. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a enfin, 90% des trucs qui existent sur Snowball, c'est des intuitions validées par la communauté. Et 10%, c'est sûrement des choses qui sont remontées de la communauté. Euh, Parce que, ouais, tu vois, tu peux avoir beaucoup de. Comment dire? Les gens vont souvent te Mm. dire plein de trucs qu'ils ont envie que tu développes, quoi, tout simplement. Et toi, en fait, tu peux pas tout faire. Et souvent, c'est très, comment dire, basé sur une expérience personnelle. Et ça veut pas dire que si ça plaît à quelqu'un, ça plaît à tout le monde. Mais donc, ouais, je pense que parler avec la communauté, c'est hyper important. Mais ça part souvent de d'un truc que tu as envie de faire ou d'une intuition. Parce que sinon, enfin, faire que écouter les gens, c'est très compliqué. Et souvent, ça peut être un peu usant aussi pour le créateur. Parce que Mm. du coup, c'est quand même cool de faire des trucs qui t'intéressent. Ouais, bien sûr. Donc, moi, mon premier filtre, c'est OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire, que ce soit sur la création du contenu ou autre. Ensuite, je valide avec la communauté. Par contre, si la communauté me fait remonter les trucs et je me dis, ah ouais, c'est trop cool ça, bah pareil, tu vois, je repasse par, OK, c'est mon filtre. Deuxième filtre, je valide avec plus de gens. Et, euh, et en général, ça marche plutôt bien, ça. Que ce soit sur la création de contenu, sur des nouvelles fonctionnalités, sur des nouveaux services, bref, peu importe. Donc voilà, c'est un peu ça le process de validation des idées. Ouais, après, l'intuition, je pense, enfin, en tout cas, de mon expérience, tu vois, avoir accompagné pas mal de gens qui lancent des projets, je pense qu'il y a des gens qui l'ont, tu vois, qui ont cette Mm. espèce de sixième sens du marché. Et je pense des gens qui sont habitués à faire du marketing parce qu'ils ont un espèce de réflexe, je sais pas, on est plugué au marché, tu vois, de manière un Ouais, peu inconsciente. Il y a des gens qui n'ont pas forcément ce petit truc qui fait ouais, que, tu vois, je sais pas, c'est un mix de plein de choses, hein, d'empathie, ouais, d'écoute active, enfin, de plein de petites choses comme ça qui fait qu'on, parfois, on perçoit un ouais, petit peu mieux, en fait, ce que les gens ont besoin, évidemment, tout en restant aligné avec ce qu'on a envie de faire, parce que sinon ça, comme tu l'as dit, de manière pertinente, ça marche pas. ouais, Euh, c'est clair. alors, on est rentré directement dans le vif un peu de l'histoire de Snowball. On va continuer, mais on va revenir après aussi, puisque sur le side business de manière plus large, mais on va continuer l'histoire. Euh, donc là, tu valides le pricing, les premiers Mhm. utilisateurs payants. Tu mets directement quoi? Tu passes de X personnes qui payent pas, tu mets un bouton, ben maintenant, Ouais. passer à la caisse. Comment tu as fait cette transition du gratuit au payant? Alors comment j'ai fait? Déjà j'avais bon déjà ces premiers Typeform là, ça a validé le prix. Ensuite j'ai validé les comment dire les fonctionnalités entre guillemets de cette version payante. Bah tu vois par exemple j'ai pas lancé la communauté dès le début parce que en termes de notes c'était pas terrible tu vois. Je Mm. pense que de mémoire ça doit être 6 sur 10 tu vois ça. Donc les gens n'attendaient pas forcément d'avoir une communauté. Mm. Par contre, le fait d'avoir des analyses d'entreprise, par exemple, ça rentrait dans le top. Donc, c'était la version hebdomadaire de la newsletter. Donc, ça, c'était validé. Et ensuite, je me suis dit, j'aimerais bien faire un modèle économique un peu marrant qui reste aligné avec l'univers Snowball, donc qui était la finance, quoi, tout simplement. Donc, je me suis dit, bon, ça pourrait être cool de faire un peu comme si les gens, ils avaient des actions Snowball et que je reversais une partie des profits à ces gens qui avaient des actions Snowball, donc exactement comme des dividendes dans les entreprises cotées en bourse Mm. ou autres. Et donc ça, je me suis dit, bah, je pourrais faire un système, j'appelais ça les snowflakes. Donc en gros, tu t'abonnais. Enfin, et tu avais un système dégressif aussi, c'est-à-dire que si tu t'abonnais au tout début de 0 à, j'ai plus les chiffres exacts, mais de 0 à 100,
t'en avais 500, de 100 à 500, t'en avais 250 et ça chutait, quoi, tu vois. Et donc j'ai mis en place ce petit système et j'ai fait un mail de lancement en disant bah voilà, je lance Snowball Premium. Il n'y avait même pas de nom à l'époque, c'était juste Snowball Premium. Avec vous aurez ça en plus, ça en plus, ça en plus. Si vous abonnez, vous avez aussi des snowflakes. Et voilà quoi, et payer tout simplement. Et donc là, je me souviens, je pense que ouais, alors j'ai plus le nombre exact de personnes qui se sont abonnées, mais dans ma mémoire, je suis passé de 0 € à tu vois, 15 000 € d'ARR, donc de revenus annuels récurrents. Et donc je voyais les notifications Stripe, tu vois, qui arrivaient. Et en plus, c'était cool parce que c'était la première fois que je vendais un produit que j'avais créé. Tu vois, j'avais le business des camionnettes Getaround, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est de la location, donc ça, j'avais déjà fait. Et voilà quoi. Et c'est à partir de. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, j'étais à side business. Et dès que j'ai vu que je suis passé de 0 à 15, je me suis dit, ah ok, en fait, ça peut devenir un business tout court. Donc en gros, tu vois, c'est allé très vite de project, de petits projets à côté de ton boulot, à side business, à business. Alors j'étais encore employé, je suis resté employé pendant. Je pense que oui, je suis parti en août de chez Comet, mais je suis resté freelance pour bosser avec eux pendant 6 mois encore jusqu'à janvier 2021, pardon. Et voilà. Et donc c'est à partir de l'été où j'ai commencé à réfléchir, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer avec Snowball, tu vois, est-ce que ça reste un solo média ou un peu comme des gros aux États-Unis, tu vois, enfin, t'as des Lenny qui écrit sur du product management qui est énorme, t'as des Benedict Evans, pareil, qui a des énormes newsletters, Kazim Azar, bon bref, il y a plein d'exemples de gens qui sont. Alors, ils ont des petites équipes souvent, hein, ils ont des analystes qui bossent avec eux, ils sont pas forcément 100% solo, mais c'est pas une entreprise, quoi, tu vois. Donc c'était soit ça reste un side business, et du coup je continue à faire ça à côté, mais c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Ou soit ça devient un truc plus gros que juste un solo média, et ça peut devenir une entreprise plus grosse. J'étais plus tenté d'aller vers là parce que j'aime bien construire des trucs. J'adore écrire, mais j'aime bien aussi voilà, le côté produit, le côté tech. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, j'ai envie plutôt de prendre cette direction-là. Donc ça, c'était en juin 2020, ouais. Ok. Donc, ouais, à ce moment-là. À cette époque-là, par rapport à, parce que Snowball a pas mal évolué par la suite en termes de contenu, d'offres, enfin de Ouais. pricing, etc. Qu'est-ce qui t'a fait décider, toi, de quitter ton boulot, enfin ton ancien boulot, et dire je me lance à fond dans ce projet? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est juste tu t'es dit, voilà, comme tu viens d'expliquer, je vois que je commence à gagner de l'argent et que finalement j'aime peut-être bien ce que je fais là et je me vois bien en faire un plus gros truc. Est-ce qu'il y a eu un déclic un peu de ton côté, ou c'est juste fait naturellement comme ça? Alors j'avais le déclic en fait de partir de mon boulot, je l'avais eu avant de lancer Snowball. Ok. En gros, ce que je voulais faire, c'était de passer freelance et bosser sur des projets en attendant de. J'avais toujours voulu lancer ma boîte, Ok. donc c'était plus voilà, partir, bosser sur des projets et voir ce que je vais faire. Bon, Snowball est arrivé au milieu, donc ça a été la transition parfaite. Et donc la décision était arrivée avant, mais ouais, ça s'est fait hyper naturellement du coup. Je te dis, je suis parti en août, je suis devenu freelance et du coup j'ai encore bossé avec mon ancienne boîte. Les revenus de Snowball continuent à augmenter, donc en gros vraiment la transition, tu vois, en janvier 2021, je pense que j'avais assez de revenus annuels pour vivre bien de ça si j'avais décidé d'avoir que ça, tu vois. Donc ouais, franchement, c'était hyper smooth comme transition. J'aurais pas pu rêver mieux, je pense.
Ouais, et voilà. c'est vrai que c'est un peu le allez, si on parle un peu de manière, caricaturale, c'est un peu le rêve de tout salarié qui voudrait lancer un side business, c'est: «Tiens, ben, j'ai une passion, je commence à en parler, les gens répondent positivement, mais j'ai la sécurité, du Mmh. freelancing et puis, le projet d'école et puis, en fait, progressivement, je quitte pour me lancer à fond dedans». Donc c'est vrai que c'est intéressant, bah, voilà, tout ça, toujours cette même idée de montrer, ce qui peut fonctionner. Est-ce que toi, à ce stade-là, tu as déjà des choses à partager aux gens de ce que tu penses qui a fait que ça a réussi, en tout cas dans cette première phase? Est-ce que toi, tu as eu déjà des petits éléments où tu dis: «Tiens, je pense que c'est quand même ces éléments-là qui ont fait que», parce que, tu sais, il y a plein de gens qui auraient pu probablement parler de finances perso et Mmh. de: «Tiens, je gère mes finances, j'ai un fichier Excel, c'est cool». Pas pour autant qu'ils vont avoir autant d'engouement, autant de retours des tu vois? Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence? Ouais, c'est vrai que parce qu'en plus, au même moment, il y en a 2 ou 3, enfin, je me souviens, il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient tenté de lancer des projets assez similaires et qui avaient moins marché. Je sais pas exactement ce qui a fait la différence, mais ouais, je pense que, bah, oui, j'allais dire, bah, évidemment, la qualité du contenu, c'est un peu la base. Sans ça, ça marche pas. Mais après, c'était peut-être le ton, je pense qu'il y avait le ton, le côté partager les choses en toute transparence, tu vois? Régulièrement, je faisais une update sur, LinkedIn où je partageais les chiffres, de Snowball. Donc ça, je pense que ça a quand même bien joué. Hem Et je pense que l'autre truc qui a peut-être fait la différence, c'était le côté, très actionnable, et aussi que enfin, je parlais évidemment de finances, mais ça m'arrivait souvent comment dire? De mixer des sujets, tu vois? Tendance, et c'était pas que, 100 finance, très argent, et cetera, et c'est toujours le cas aujourd'hui, tu vois? Je peux facilement rebondir partir d'un sujet finance et dire: «Ah oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser à cette tendance-là», et du coup, ça fait que même des gens qui sont pas 100 intéressés par, l'univers de la finance, de l'investissement, peuvent lire Snowball. J'avais pas Mmh. mal de gens qui disent: «Je continue de lire Snowball», plus en mode, c'est un peu mon, thermomètre, des tendances, de rester au courant des choses qui se passent. Et donc ça, je pense que c'était un peu différent des autres newsletters, et ce qui a fait que ça a peut-être parlé à un plus grand nombre. Et l'autre truc, je pense que, ouais, le côté, branding, alors branding, pas forcément, tu vois? Le côté, se démarquer. Alors le ton, ça marche, c'est une première façon de se démarquer. Rapidement, j'ai commencé à faire les petits dessins, de Snowy et tout ça. Donc tu vois, ça sortait un peu de l'image, Mmh. finance très carré, parce que là, voilà, c'était des dessins à la main. Le côté aussi, le choix du rose, de Snowball, le modèle économique un peu marrant avec les snowflakes. Donc tout ça fait que, bah, voilà, ça étonne, et du coup les gens en parlent. Donc je pense que le bouche à oreille a bien fonctionné. Donc ouais, je pense que si tu mixes tout ça, et évidemment le Covid, comme je disais, ça a forcément boosté, parce que les marchés se sont écroulés, puis ensuite, ils sont repartis à la hausse, de ouf. Les gens avaient plein d'argent à économiser, plein de temps pour, plonger le nez, Mmh. dans leurs finances. Donc tu prends tout ça bout à bout, et il y a peu de chances, que ça rate, quoi. C'est vrai que c'est un point que tu mentionnes, le time to market qui est, je pense, qui est très souvent, sous-estimé, qui est la même recette. Tu vois, je dirais que à la limite, c'est comme tu dis, je sais pas, je veux faire, une recette de cuisine, Mmh. ben, en fait, tu peux faire la même recette, heu, si la température est pas exactement la même dans la pièce, Ouais. si le four, c'est pas exactement le même four, si en fait, tu peux dire: «Mais je comprends pas, c'est une recette de cuisine, j'ai fait exactement la même recette et j'ai pas le même Mmh. résultat». Mais ouais, mais les
contexte, les conditions, il y a parfois, en fait, ça se joue à des petits détails comme ça. Et Ouais. effectivement, tu l'as dit, je pense que parfois, il faut juste que toutes les planètes soient vraiment bien alignées. Moi, il y a un Mhm. élément quand même que tu n'as pas mentionné, ou en tout cas, tu l'as peut-être pas dit de manière super explicite, qui, je pense, a vraiment contribué à ta réussite, c'est ce côté, comment l'exprimer? Je dirais authentique, mais plus, tu vois, oui, tu as réussi à créer une communauté très engagée, heu, qui sent que, ouais, que tu fais les choses, à la fois par passion, mais en même temps, tu vois, je sais pas comment l'exprimer, mais il y a une espèce de forme de simplicité, en fait, qu'on Mhm. retrouve pas forcément ailleurs. Toi, tu en as qui essaient de faire le marketing, tu sens que c'est un peu forcé, que c'est un peu. Ah oui. Et chez toi, on ressent cette espèce de forme d'authenticité qui, je pense, les gens l'ont perçue et qu'on trouve pas souvent ailleurs. En tout cas, ça, c'est mon regard Ouais. extérieur, tu vois. Il y a peu de gens, en fait, où on ressent ça. Tu vois, si tu regardes les quelques créateurs de contenu sur LinkedIn qu'on peut connaître, bah, souvent, il y a ce Mhm. petit truc. Je sais pas, tu prends un Ulysse Urbain, tu prends quelques personnes, bah, ce petit paramètre un peu il y a une espèce de, Ouais. tu sens l'alignement, en fait, et tu peux pas l'expliquer. Tu sens qu'il y a un alignement Mhm. entre une passion, entre ce qu'ils ont envie de transmettre, et ils le font juste en étant juste eux-mêmes. Et en fait, il y a une espèce d'alignement comme ça, et ça, on peut pas l'expliquer forcément. Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi un des ingrédients qui, en tout cas, de mon point de vue, avec un regard extérieur, peut-être, je pense, a fait vraiment la différence. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça que souvent, oui, c'est vrai que, enfin, surtout dans la création de contenu, c'est hyper important ouais, de rester juste naturel, comme tu dis, et ça se sent parce que oui, tu vois, enfin, ça me fait penser aux gens qui écrivent sur LinkedIn, mais qui, du coup, mettent un masque pour écrire, et ça, tu le vois direct, et ça peut pas marcher. Alors que si enfin, d'ailleurs, c'était pour ça que tu vois, moi, quand j'écris Snowball, souvent, j'utilise des mots que j'utilise souvent quand je parle, et c'est pas grave, quoi. Mm. Donc ouais, je pense que c'est hyper important dans beaucoup alors, ça veut pas dire que tu peux ne pas être naturel et réussir, ça, c'est sûr. Mais je pense que dans tous les cas, ça apporte une vraie valeur, et surtout si tu as envie de mettre en avant ce côté transparence, confiance, etc. C'est hyper important, ouais. Tout à fait. Ben, on va essayer de un peu accélérer, mais plus pour voir les grands moments. Tu vois, j'ai envie que tu me partages un peu les grands moments de la suite, puisque là, on est encore qu'en 2021. Mmh. Euh, de ce qu'a été les grands moments charnières de Snowball, tu vois, dans la suite. Donc, tu quittes ton boulot, on est début janvier, donc forcément, j'imagine que tu as plus de temps, plus d'intensité à mettre dans le projet aussi. Mmh. Tu commences à diversifier les sources de revenus. Tu commences à diversifier aussi les types de contenus, puis créer une équipe. Enfin, est-ce que tu pourrais raconter un peu les grandes étapes, puis la vision que tu as derrière ça aussi de là où tu veux emmener le projet? Ouais. Alors du coup, les grandes étapes, du coup, en juin 2020, j'avais failli m'associer avec, Anto, qui a été la 2e employée de chez Conto. On a bossé un peu ensemble, mais finalement, elle s'est rendue compte qu'elle, c'était plutôt le B2B, qui la faisait kiffer, donc finalement, on a laissé de côté. Moi, je suis resté solo jusqu'en 2022, ouais, fin 2022. Entre-temps, donc en février 2022, je fais une levée de fonds avec la communauté. Donc là, j'avais du coup décidé de pas aller voir des VC ou des fonds d'investissement, parce que ouais, j'avais pas envie. J'avais une communauté engagée, je trouvais ça intéressant de voir si ce levier pouvait fonctionner. Donc là, je lève 1,6 million de dollars, 1,5 million d'euros si on simplifie. Et là, l'objectif, c'était justement de commencer à créer une équipe. Donc en septembre, je pense septembre ou octobre 2022, Pauline me rejoint, avec qui on bosse quelques mois. Finalement,
Bon, ça le fait pas pour diverses raisons, mais elle m'aide à recruter les premiers éléments de l'équipe. Et donc, qui arrive en 2023, avril-mai à peu près. On a les premiers employés qui arrivent. Donc, côté tech, design, produit. Parce que du coup, voilà, en général, on dit que les fondateurs jouent le rôle du product manager au début, mais moi, j'avais tellement de choses à gérer côté média que j'avais pas forcément le temps. Donc, il me fallait quelqu'un pour m'aider à dérouler la vision. Et autre grosse étape, en avril 2023, ou mars-avril 2023, du coup, je lance une nouvelle version du coup de Snowball Premium que j'ai nommé Snowball Plus. Et donc là, l'idée, c'était de plus être solo à écrire du contenu, mais d'avoir des créatrices et créateurs de contenu sur des verticales. Un peu comme peut le faire un Every.to aux États-Unis. Alors, ils ont un peu changé de modèle aujourd'hui. Mais voilà, t'as ça, t'avais Workweek aussi, qui a un modèle comme ça, de collectif de newsletter. Et donc là, le but, c'était pas de recruter des gens, mais de faire, enfin voilà, de redistribuer une partie des revenus à ces créatrices et créateurs de contenu. Donc c'est ça. Et autre grosse étape, on a sorti un produit qui sortait de la partie média, du coup, pareil, fin 2023, début 2024, donc qui est Snowball Max. Donc là, l'idée, c'était d'accompagner les gens au-delà de la partie éducation. Donc l'idée, c'était de rendre beaucoup plus accessible le conseil en investissement financier, qui aujourd'hui est encadré par l'AMF en France, donc l'autorité des marchés financiers. Donc si tu veux être dans les clous, il y a pas mal de trucs à faire. Donc nous, on a développé un produit qui permet de digitaliser un peu tout ça et voilà, tu peux discuter avec un CGP directement sur WhatsApp. Donc c'était plus pour le rendre accessible aux plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est un univers qui est un peu poussiéreux. Et si tu veux, la vision, si on va plus loin, la vision de Snowball, c'est d'avoir un média qui est là pour éduquer le marché, pour distribuer aussi les produits, les futurs produits Snowball. On voit beaucoup aujourd'hui d'entreprises tech aux États-Unis, HubSpot, Robinhood, qui est une fintech aussi pour acheter et vendre des actions, qui achètent des newsletters ou des médias parce qu'ils se rendent compte que ça a une vraie valeur ajoutée d'avoir son propre canal de distribution, de pouvoir éduquer son marché de façon indépendante et pas dépendre de Facebook, Meta, Insta pour distribuer ton contenu. Donc nous, on a fait le contraire, on est parti du média et on va vers la partie plutôt fintech. Donc ouais, ça c'est la première partie, média, qu'on est en train de développer, consolider, etc. Ensuite, il y a la partie plutôt conseil, accompagnement. Donc là, c'est d'aider les gens à déterminer leur budget, leur stratégie d'investissement, les accompagner pour mettre tout ça en place. Et la dernière brique, on va dire, c'est investir, tout simplement. Donc, idéalement, j'aimerais bien que dans quelques mois, quelques années, tu puisses investir ton argent directement à travers Snowball. Donc, ouvrir une assurance vie, acheter des actions, je sais pas. Les opportunités sont illimitées, il faudra juste bien choisir. Donc voilà, c'est un peu ça la vision moyen-long terme, et puis là où on en est aujourd'hui. Plutôt la consolidation média, là, c'est là où Et le gros boulot. au travers de ce parcours, il y a également eu l'écriture d'un livre sur le sujet. Ah oui, le livre, j'ai oublié. Ouais. Ouais, le livre, C'était quoi c'était l'objectif de. Enfin, est-ce qu'il y avait un objectif ou c'était juste une envie, tiens, de matérialiser un petit peu bah, tes idées, finalement l'essence de ce que veut être Snowball, ou c'était quoi un peu l'idée derrière ce livre? il y avait pas vraiment d'idée. Ok. En gros, c'est juste on m'avait contacté, donc c'est Errol qui m'avait contacté à l'époque. Parce qu'il cherchait il voulait un peu rajeunir le lectorat et donc il cherchait des créateurs de contenu pour écrire sur des sujets divers et variés. Et moi, il m'avait repéré sur la partie finance perso. Il n'y en avait pas énormément à l'époque. Et donc, moi, je me suis dit, ouais, ça peut être fun d'avoir un livre. En plus, j'ai pu recycler pas mal de newsletters, ajouter des trucs. Et c'était un format différent où tu peux avoir plus de liberté parce que c'est plus long. Et donc, voilà. Et il a plutôt bien marché. Je sais pas exactement quelles sont les ventes là aujourd'hui, mais
voilà, sans trop de marketing. Enfin, je sais pas, il doit y en avoir 6 000 ou 7 000 vendus là, si je me trompe pas. Et puis ça aide, enfin quand ils m'ont proposé, je me suis dit: «Bah, ça peut être toujours cool, c'est bien pour la notoriété, c'est bien pour, voilà, voilà, c'est un gage de confiance Mmh. aussi, supplémentaire». Donc voilà, c'était pas énormément de travail pour moi parce que j'ai pu, partir d'une base et j'ai pas trop de difficultés à écrire, donc c'est allé assez vite. Donc voilà, c'était ça le livre, Cool. voilà. Beh, je te propose, allez, de partager un petit peu, heu, premièrement autour de cette expérience. Je sais pas si toi tu as des conseils? Donc imaginons moi demain je voudrais lancer, parce que c'est le but, aussi ici, c'est qu'on va donc moi surtout je vais faire le gros boulot en tout cas d'essayer de résumer un peu les grandes étapes, par écrit, mais aussi dans l'idée Mmh. de dire: «Tiens, plutôt que de réinventer l'histoire de Snowball», parce qu'en plus je sais que tu es passé dans pas mal de d'autres podcasts et cetera, donc vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, pas mal d'interviews de Johan, sur d'autres, ouais, vous tapez son nom, sur Spotify, sur YouTube, vous retrouverez plein d'interviews de Johan. Hem, Si maintenant je voulais lancer, une newsletter payante, sur un sujet, je suis débutant. Déjà premièrement, Mmh. est-ce que c'est un modèle que tu conseillerais à des débutants? Si oui, est-ce que, enfin déjà c'est la première question. Est-ce que c'est un modèle de Ouais. side business que tu conseillerais, à des débutants, tiens, de lancer une newsletter payante? Alors, je pense que la première question à se poser, le premier filtre, c'est, est-ce que tu aimes écrire? Parce que, bah, si c'est pas le cas, je pense que ça va être compliqué. Ça, c'est le premier truc. Enfin, tu vois, je sais qu'il y a des gens, ils sont plus à l'aise à l'audio et du coup, bah, peut-être que lancer un podcast, ça a plus de sens, Mmh. même si je pense que le business du podcast est plus compliqué que le business de la newsletter. Il y a beaucoup plus tu de la post-prod et cetera, c'est quand Mmh. même c'est pas pareil. Enfin, tu de la post-prod, pas forcément obligatoire, mais bon bref. Pour moi, c'est quand même plus simple et donc c'est le premier truc, à valider. Est-ce qu'on est à l'aise à l'écrit? Et et une fois qu'on a répondu à ça, si c'est oui, bah oui, ça peut être un bon side business, hein, il y a pas de Tu pas d'autres vraiment de prérequis? Est-ce que tu vois le côté, quand même, pour se faire connaître, quoi? C'est-à-dire, savoir écrire, c'est une bonne chose, mais il faut arriver à toucher l'audience, bah, pour se créer des abonnés. Est-ce que, donc si moi je devais lancer, qu'est-ce que tu conseillerais comme grandes étapes? Si moi demain, je veux lancer, une newsletter, après je vais te donner, une idée que j'ai et je te propose qu'on parte là-dessus, parce que c'est l'idée que j'ai envie de développer dans la prochaine édition. Donc c'est vrai que j'ai pas dit ceux qui mmh découvriraient, ce podcast ou en tout cas cette interview par l'intermédiaire ici de l'interview, beh, j'ai eu, la chance de participer il y a déjà un petit temps à un concours organisé par Snowball. Puis, je suivais Snowball depuis le tout début, de l'aventure et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir écrire dans Snowball sur le side business. Et encore merci d'ailleurs, je profite, de cette interview pour te remercier, d'ailleurs pour cette C'est ça. opportunité parce que c'est vraiment un plaisir. Hem, je te propose, une idée qui est la suivante et après on parlera d'autres idées. Hem, il y a un truc, je me suis dit: «Tiens, moi qui investis un petit peu dans l'immobilier, et c'est le sujet aussi d'un des piliers de Snowball. Mmh. Je trouverais ça cool d'avoir une newsletter, tu vois, qui va vraiment tu es dans une ville ou dans une région ou quoi, te proposer, des opportunités, mais vraiment avec l'angle investisseur. Donc, toutes les semaines, je recevrais un peu une espèce de, hem, d'analyse des opportunités de marché, de biens qui seraient déjà disponibles, tu vois, sur les plateformes classiques, hein, Mmh. que vous avez en France, je sais pas si c'est Se Loger ou d'autres. Ouais. Hem, Où en fait on analyserait les idées, mais déjà avec des angles différents. Tiens, en mode colocation, en mode Airbnb, en mode, achat-revente, en mode division-revente et en fait, on aurait des biens comme ça un peu des opportunités, de biens avec un expert. Parce que tu sais, moi, je me suis rendu compte, bah, quand tu commences à t'intéresser, en fait, des opportunités, tu vois qu'il y en a quand même quelques-unes, tu sais pas toutes les prendre. Ouais. Et ceux qui sont en recherche tout le temps, bah, en fait, à un moment donné, ils ont une opportunité, puis après, ils en voient d'autres, ils disent: «Bah, c'est con, OK, bon, maintenant je suis sur un truc, je sais pas en prendre une autre». Donc l'idée, ce serait quoi? C'est tout simplement de créer une newsletter sur, des opportunités de biens immobiliers
qui seraient analysées, un peu comme je le fais finalement dans les idées de side business, mais sur la version Mmh. bien Ouais. IMO, quoi. Déjà, est-ce que tu trouves l'idée intéressante? Et Ouais. si oui, bah, comment est-ce qu'on pourrait lancer une newsletter comme ça? Ouais, ouais, non, je trouve l'idée c'est marrant, j'ai déjà pensé en plus. Non, je trouve ça super intéressant, et c'est vrai que tu peux le faire avec, l'immobilier, mais c'est vrai que tu peux le faire avec, tout en fait, les voitures de collection, les montres, alors l'immobilier, c'est ce qui est plus chiant, c'est que c'est très localisé. Enfin plus Ouais, chiant, tout c'est à à la fois fait. une opportunité et une difficulté. Donc ouais, je pense que l'idée est cool. En te le proposant, je te coupe, mais j'avais hésité à le faire sur des entreprises, le rachat d'entreprises, tu vois. Ouais, Donc, de prendre carrément, ouais. un gars qui est capable de lire les chiffres, le bilan, etc. Et puis un marketeur qui dira bah, comment je réinventerai ce business ou comment je ferai pour le développer, tu vois. Et là, je Ouais, pense aussi à moyen de faire une newsletter là-dessus qui pourrait être assez fun. ouais, carrément, ouais. Oui, parce que non seulement ça peut être intéressant pour des gens qui veulent acheter, mais c'est intéressant aussi pour des gens qui veulent apprendre, tout simplement, parce que t'es pas obligé de vouloir acheter un bien immobilier, c'est cool de savoir comment tu l'analyses ou une boîte ou peu importe. Ouais, exactement. Donc ouais, ouais, non, je pense que l'idée est cool. Et la question, c'est comment je lancerai ça? Ouais, voilà. Moi, bah, c'est l'idée que je vais développer dans la newsletter hein, qui sortira dans Ouais. 2 semaines. Enfin, qui sera sortie au moment où vous écouterez cette interview. Euh, donc, voilà, je vais la développer. Tu diras, bah, tiens, j'aurais commencé ça, comment tu ferais? Parce qu'effectivement, Ouais, tu l'as dit, il y a un problème de localisation. Enfin, c'est un sujet de localisation sur les opportunités, en tout cas sur la partie IMO. Sur la partie rachat de business, c'est un peu, je pense qu'on peut être plus large, mais sur la partie IMO, ben, ouais, ouais, il y a des gens qui sont prêts à acheter en dehors de chez eux, mais quand même, a priori, ils vont d'abord essayer d'investir plus ou moins ouais. proche de chez eux. Donc, si je voulais lancer ça, comment tu ferais, toi qui connais, j'ai choisi ça volontairement parce que tu connais le marché. Imaginons demain, tu dis, Ouais. tiens, j'ai envie de lancer un nouveau side business juste sur cette niche-là. Comment tu ferais? Bah déjà, je pense que je commencerai plutôt par les réseaux sociaux pour commencer à avoir un peu une. Bah, alors, soit j'ai déjà une communauté, je peux le partager. J'ai rien. Je commence là, moi, Ouais, bah je du suis coup, je expert pense en oui. IMO, j'ai une crédibilité là-dessus, peut-être avec des expériences perso que je peux partager. J'ai déjà investi, parce que sinon je suis pas créé. Enfin, pourquoi je lancerais ça? Il faut Ouais, quand même, j'imagine, avoir, tu vois, un peu un background, ouais, mais c'est tout ce que j'ai. ouais. Donc ouais, je pense que je lancerai plutôt un. Je commencerai par un. Ouais, je pense que Insta c'est pas mal. Tu vois, je vois beaucoup de comptes Insta, Cheap House in Europe ou tu vois, il y a pas mal de comptes qui partagent des maisons cool ou des maisons pas chères ou des maisons dans tel lieu. Donc je commencerai par faire ça et donc je commencerai par publier sur ça. Ensuite, une fois que je commence à avoir du contenu, je ferai du contenu quali. Alors je pense que je ferai pas de vidéo, je ferai plutôt une slide pour aller plus vite à le faire et pas me faire m'embêter à produire des vidéos, tout ça. Donc ça, je le ferai tout seul et au bout d'un moment, je pense que ce qui est cool, en général, c'est de s'appuyer sur quelqu'un qui a déjà une communauté. Donc j'irai voir ceux qui ont potentiellement des newsletters immobiliers Snowball. et ou par exemple, Snowball, tu vois? Si moi, en vrai, s'il y a un créateur de contenu qui n'a même pas beaucoup d'abonnés, mais qui fait du contenu de qualité, je serais prêt à le mettre, tu vois? De dire à Mylène qui écrit la newsletter Snowball Igloo, de lui dire: «Bah, potentiellement, tu peux avoir une petite section en haut, la pépite de la semaine, et tu partages avec ce gars qui vient de se lancer, ça peut être intéressant» et donc lui, il peut s'appuyer sur ta communauté, et à partir de là, je pense que le but, c'est de faire un peu grandir, ta communauté Instagram et une fois que tu atteint je pense que c'est cool de se donner un peu des objectifs, tu vois? De se dire: «OK, dès que j'ai atteint les 2 000 abonnés, je me dis que c'est à partir de là que je lance la newsletter». Alors je dis 2 000 mais ça peut être 5 000. Mhm. Je pense que je me donnerais 5 000 comme limite parce que en vrai, c'est pas évident, sur Insta 5 000 mais ça commence à être un chiffre assez intéressant. Partagerais quoi comme type de contenu? Bah, ce que tu comptais faire dans la newsletter, Ok. donc des annonces que je trouve intéressantes, cool. Alors je pense que j'essaierai de partager plutôt des trucs originaux, et sans localisation, particulière. Comme ça augmente, la viralité de, Mhm. de ton compte, quoi.
Le côté original, les gens ils se le partagent, ils disent oh t'as vu cette maison elle est trop cool ou cette péniche ou je ne sais quoi. Donc ça fait grandir ton contenu. Et après je pense que si tu veux et après je lancerai je pense bonne question sur quelle je lancerai une première newsletter sur une localité assez grande mais pas trop grande non plus où il n'y a pas énormément de concurrence mais il y a quand même beaucoup de monde. Donc je sais pas, je cherche un exemple mais j'allais dire Marseille c'est un peu grand mais je sais pas Tours ou je ne sais quoi où il y a assez de population et peut-être que tu commences par là. Et ce qui peut être cool en termes de business, c'est que tu peux t'associer avec des agences immobilières et de récupérer peut-être des pourcentages s'il y a des ventes avec ton truc, ou même de faire payer des encarts pour dire bah voilà, si vous achetez une maison à Tours, telle agence, ils peuvent être intéressants. Et je pense que c'est des gens qui sont prêts à payer des tu vois, si t'as peut-être 5000 abonnés à ta newsletter, ils peuvent payer 500, 1000 euros par encart et ça fait un petit business. Donc ouais, je ferais un truc un peu comme ça. Tu la ferais, du coup, est-ce que tu ferais cette newsletter, tu ferais payer les gens ou tu partirais plutôt sur une monétisation avec des sponsors et tu vois? Je pense qu'au début, je ferais pas payer. Je pense qu'au début, je ferais pas payer. J'essaierais de. Parce que là, c'est. Ouais. Vu que c'est des gros montants quand même, les ventes. Bah, je sais pas exactement. Je suis pas un expert de l'univers de l'immobilier, mais je sais pas combien tu peux prendre en apporteur d'affaires si jamais une maison est vendue. Mais en tout cas, j'attendrai peut-être d'avoir un certain volume, tu vois. À partir de 5000 abonnés, peut-être que ça peut être intéressant de dire, ok, si vous voulez avoir plus d'opportunités, vous payez un petit truc tous les mois. J'ai un doute sur le. Ouais, j'ai un doute sur le. Comment dire, la volonté des gens de payer directement pour ça. Je sais qu'il en existe aux États-Unis, tu as des newsletters sur plutôt des investissements Airbnb, donc ils cherchent des maisons qui peuvent être intéressantes à acheter et à louer sur Airbnb, et ils ont une version payante et j'ai l'impression que ça marche. À voir en France ou dans des plus petits pays comme la Belgique, je sais pas. Ouais, c'est la question que je me posais aussi. Je pense que sur le rachat d'entreprise, je pense que je verrais bien les gens payer. Mais Ouais, tu vois, parce que tu as des gens qui se positionnent sur le reprenariat, qui là vont vraiment, enfin, je pense apprendre plein de choses. Alors que peut-être ouais, que des investisseurs IMO déjà un peu plus aguerris, peut-être plus compliqué. Enfin, ouais. Je pense que c'est moins évident. Ouais. Peut-être ouais, côté marchand de biens, mais même eux, tu vois, ils ont accès, je pense, à des infos auxquelles toi, t'as pas accès. ouais, c'est ça. Pas évident, ouais. Mais ouais, en tout cas, je ferai comme ça pour le lancement et puis après, bah, je verrai. Est-ce que toi, tu as des idées du coup de newsletter à lancer? J'imagine, tu as déjà dû penser à d'autres choses en disant, bah, tiens, c'est cool Snowball. Tu as peut-être d'autres idées de newsletter que tu as envie de partager aux gens? Bah, du coup, j'avais mon idée que j'ai laissée de côté sur les coulisses des startups. Parce que je vois beaucoup de newsletters sur l'entrepreneuriat, les startups, etc. Mais je vois peu de newsletters où en gros qui partagent des. Alors si, t'as Lenny justement, mais qui est très sur le product management, c'est pas généraliste. Donc ouais, une newsletter qui va explorer les coulisses et partager les méthodes des startups. Je trouve ça intéressant. Et j'ai un peu validé l'idée à l'époque parce que il y avait une vraie traction sur ça. Donc ça, c'est une première. En plus, c'est quelque chose que tu peux potentiellement vendre en B2B, et donc les gens ont plus de facilité à payer, on va dire. Donc ouais, les newsletters que je verrais, ce serait plus sur du B2B. Je pense qu'il y a il y a moins de concurrence. C'est plus facile à faire payer. Donc ouais, est-ce que j'ai d'autres idées là comme ça C'est vrai que la notion, je te laisse Ouais, réfléchir. réfléchir en même temps.
C'est vrai que la notion de newsletter B2B, je trouve ça super intéressant. C'est pas quelque chose, certainement, il y en a, hein, qui doivent déjà bien fonctionner, mais Mmh. il y a certainement effectivement des choses, hyper niche, en creusant qui doivent être super intéressantes à faire. Ouais, Hem, Tu vois, je sais pas, je dis un truc comme ça, tu vois, sur la réduction de coûts, par exemple. La oui, réduction de coûts en entreprise, imaginons un gars dont c'est le métier de, tu vois, heu, de faire des audits. Il y a des gars qui font que ça, hein. Tu vois, les audits, ils vont dans les entreprises et ils analysent les coûts et puis, en fait, ils se font payer aux réductions de coûts et ouais, j'imagine en faisant ça, bah, ils découvrent que, je sais pas, telle et telle entreprise, ils étaient chez tel, partenaire télécom ou je sais quoi. Puis qu'en fait, un autre est arrivé sur le marché, il a des super conditions et tu peux faire ça. ça sur tous les sujets de réduction de coûts. Mmh. Bah, là, j'imagine un responsable, d'entreprise, dans ce domaine-là, ouais, il est prêt à payer pour ce genre de contenu parce qu'il y a tellement C'est clair. certainement tellement de trucs intéressants, tu vois? Sans mentionner les entreprises en question, mais tu fais des études de cas, comment j'ai Ouais, réduit, les coûts de telle boîte avec tel et tel axe. Enfin, je pense que là, ça peut être un truc super intéressant. ouais, non, c'est sûr, ouais. Hem, Ouais, ouais. Tu ça, après tu tout ce qui est un peu veille, dans certains métiers. Alors, ça dé ouais, je pense que ça tu vois, on parlait tout à l'heure qu'il faut être intéressé par le sujet. Je pense que il faut être intéressé par le sujet, tu vois? Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais, de la veille réglementaire pour, des métiers qui sont très dépendants de justement la réglementation, ça peut être des trucs, hyper pertinents à mmh. lancer parce que je pense qu'il existe des revues, mais il doit y avoir beaucoup de trucs qui sont un peu à l'ancienne, et donc, je pense qu'il y a des trucs à faire. Ouais, certainement dans tout Hem, ce qui est, tu vois, un peu IA métier. J'en parlais un peu dans ouais. dans la dernière édition, mais tu fais, une newsletter, l'IA pour les agents IMO, pareil, ou Mmh. l'IA pour les, je sais pas, les notaires, les assurances, enfin, tous ces C'est métiers un clair. peu, les comptables, je sais pas, enfin, tous ces gens-là où tu donnes un peu des insights très pratico-pratiques de comment utiliser ces outils dans leur métier avec des use Ouais. cases ou Des des interviews, tout interviews ça. d'autres boîtes qui le font, comment ils le font, tu vois? Ouais. Hem, Ouais, ouais, je pense que ça, il y a plein de trucs à faire, ouais, donc il y a cette partie-là et puis après en B2C, je pense que tout peut être, tout peut être monétisable, si c'est bien fait, tu vois? J'ai vu des gens, faire des newsletters, sur la cuisine et qui arrivent et ça marche, d'autres sur la cuisine, mais plutôt pour les bébés, tu vois? Pour les jeunes enfants, pareil qui fonctionnent bien donc en vrai, tous les sujets, peuvent être intéressants. Je pense que ça nécessite juste d'être un peu passionné par le sujet. Il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres. Tu vois, les finances perso, les gens vont avoir plus de facilité à payer que d'autres sujets, mmh, qui sont plus divertissement, tu vois? Mais, mais ça veut rien dire parce que tu peux potentiellement monétiser d'autres façons avec du sponsor ou des événements ou d'autres produits, tu vois, que tu peux monétiser derrière. Donc, ouais. Voilà, cool. pas de Et forcément d'autres. j'ai une autre question que j'ai envie de te poser un peu, par rapport à justement ton aventure snowball. Mmh mh. Hem, Si tu devais partager, peut-être, tes plus grandes réussites ou tes plus gros échecs, en gros, c'est si tu devais recommencer, tu vois? S'il y avait genre, les grands enseignements que tu voudrais donner au Johan de 2020, en disant: «Ah, ben tu redémarres», si tu veux, quelque part, c'est genre tu redémarres demain, Snowball. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Johan en 2020, des enseignements que tu as pu tirer tout au long du trajet aujourd'hui? Bonne question, bonne question. C'est vrai qu'on me demande souvent et souvent je trouve pas. Hem, ouais, non, j'ai pas de, je t'ai dit, ça s'est fait vraiment naturellement et j'ai jamais eu vraiment de gros obstacles où je me Ouais. suis dit: «Oh, voilà, relou», parce que même les trucs qui ont pas fonctionné, tu vois, avec Anto et cetera, mais ça m'a aidé à me rendre compte que parce que quand on avait failli s'associer, on allait partir, tu vois, sur aller lever des fonds avec des fonds d'investissement, donc sur comment dire? Une stratégie un peu différente de ce
qui s'est vraiment passé. Mais du coup, le fait de pas avoir fait ça, moi, ça m'a permis de me dire, ok, je vais y aller plus tranquillement, plus mollo. Donc, ouais, non, j'ai pas de, j'ai pas de. Et peut-être à l'inverse, est-ce que, pas forcément alors basé sur toi, mais peut-être, tu vois, de nouveau dans l'idée de quelqu'un qui voudrait démarrer, Hmm. est-ce que tu as peut-être des pièges à éviter? Tu vois, moi, imaginons, je veux démarrer le projet dont on vient de parler avant. Il y a peut-être des Ouais. pièges classiques dans lesquels les gens peuvent tomber. Est-ce que là, tu as peut-être des insights que tu veux partager? Ouais, je pense que oui, le côté monétisation, il faut pas trop attendre pour le tester. Tu vois, moi, je sais plus comment j'avais d'abonnés, mais je devais en avoir entre 1000 et 2000, un truc comme ça, tu vois. Donc, vraiment très peu en soi quand tu compares à d'autres newsletters. Et souvent, les gens ont un peu peur de lancer la monétisation, même pour le sponsor. Même avec 2000 abonnés, tu peux vendre des encarts de sponsors. Bon, tu les vends pas hyper cher, mais c'est déjà ça. Donc je pense que ouais, se lancer tôt dans la monétisation, c'est bien. Et ça te permet aussi d'être dans un état d'esprit qui est pas, comment dire, à la Facebook ou autre, où tu vois, tu vas attendre d'avoir énormément d'utilisateurs pour pouvoir monétiser. Et tu te poses la question après, tu es plus dans le mode, ok, comment je peux générer de l'argent là maintenant, et du coup tu es dans un autre état d'esprit, je pense, et qui est plus sain d'un point de vue business en tout cas, parce que tu génères de l'argent rapidement, et c'est cool quand même. Donc ouais, je pense que ça c'est une erreur à éviter, de se dire que j'ai pas assez d'abonnés ou de personnes dans ma communauté pour pouvoir essayer de monétiser. Donc voilà. Et je sais que ouais, ça fait un peu peur, hein, de monétiser, je pense, parce que souvent tu te dis que le contenu il est pas assez quali, ou que les gens vont pas Mmh. payer. Bon, il y a peu de risques, hein. On Si les on gens payent pas, bah ils payent pas, hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé par rapport à Snowball. Tu vois, aujourd'hui, donc tu l'as expliqué, bon, les gens, ils payent un abonnement Snowball. Tu as développé le produit Snowball Max avec un Mhm. prix différent. Tu as également des sponsors aujourd'hui. Ouais. C'est quoi un peu la répartition pour les gens qui connaîtraient pas trop comment ça fonctionne Snowball aujourd'hui, la répartition de revenus de monétisation de Snowball, et, et dans la vision aussi, toi, tu parles de créer des produits dans le Ouais. futur. Donc finalement, tu l'as dit, le média, c'est juste peut-être le début de produits et d'autres manières de monétiser après derrière l'entreprise Snowball. Aujourd'hui, Mhm. ça se répartit comment les revenus? On n'a pas parlé du tout de chiffres, peut-être tu peux en parler un tout petit peu pour terminer. Ouais. Aujourd'hui, les chiffres de Snowball, la répartition et ta vision aussi sur tout ça dans le futur, comment tu vois l'évolution? Ouais. Alors là, je pense qu'actuellement, on doit être 90% des revenus qui doivent venir de la partie média. Sur ces 90%, je pense que on doit être à peu près 50-50, 50% abonnement, 50% sponsor. Je pense que ça doit faire 250 K à peu près les deux, tu vois. Donc 500 en tout, à peu près. Euh, Et Snowball Max, il est un peu en mode sous-marin là, mais tu vois, ça doit être. Je pense que sur l'année, ça doit être 20 000 euros de revenus annuels récurrents. Parce que là, on veut sortir une nouvelle version de Snowball Max, parce que justement, là, c'était juste un test. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et à terme, la volonté, c'est que justement les revenus du média ne soient qu'une infime partie de la globalité. Peut-être qu'un jour, ce sera 100% gratuit, je sais pas, hein, Mmh. tu vois. On verra bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le média ne soit plus la source principale de revenus, mais que ce soit une source secondaire. Donc voilà, tu vois, idéalement, dans un jour, peut-être que 90% des revenus, ça viendra de la partie Snowball Invest, enfin la partie FinTech, on va dire, Mmh. et 10% de la partie média. C'est un peu ça la répartition visée Mmh. dans le futur moyen, long terme. Donc voilà, c'est ça les chiffres aujourd'hui. Je réfléchis si j'ai oublié un truc, mais non, il n'y a pas d'autres produits, en tout cas aujourd'hui. Ok. Voilà. On va arriver tout doucement au terme de cette interview. Est-ce que toi, tu aurais, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient lancer un side business, mais pas forcément
Hem, Juste une newsletter, c'est quoi ta vision à toi? Toi qui en a créé d'autres avant, hein. Tu as parlé d'investir dans des véhicules pour les louer, de finalement pour je sais pas quelle vision tu as de ça, mais en tout cas, moi, j'ai la vision aussi que même l'investissement immobilier ou même l'investissement au sens large, c'est peut-être un side business. En tout cas, ça peut être vu comme un Ouais. side business, hein, le fait de consacrer du temps et que ça génère, des revenus. C'est quoi ta vision Mmh. un peu du side business de manière générale? Comment tu vois ça dans une vie d'un entrepreneur ou de quelqu'un, Ouais, bah, je vois ça comme une façon à la fois d'augmenter ses revenus parce que souvent, tu vois? Je dis n'importe quoi, mais prenons les enseignants, par exemple, tu vois? C'est un métier où en fait ton salaire un peu maximum, il est capé, on va dire, bon, tu peux augmenter, avec le temps, mais bon, malheureusement, c'est pas des salaires faramineux. Le side business, c'est un moyen de potentiellement, faire augmenter ses revenus, donc investir plus, avoir un futur où, tu as plus d'argent quoi, tout simplement. Et donc de réduire les inégalités et cetera et cetera. Pour moi, c'est un vrai booster de revenus. C'est un truc fun, je trouve, parce que, peu importe ta passion, je trouve, alors il y a des gens, ils ont pas forcément de passion et c'est pas très grave, hein, peu importe, mais, tes intérêts, tes passions et cetera, tu peux, monétiser ça. Alors tu vois, il y a plein de gens sur Etsy qui vendent, des peintures, des objets qu'ils fabriquent à la maison, des trucs tricotés, et en soi, c'est un side business. Heu, Bref, je pense que c'est un côté, il y a un côté très gratifiant de créer quelque chose, de le vendre. Donc, je trouve que même d'un point de vue santé mentale, c'est un truc, assez mmh. cool. Tu vois, ce côté, confiance, tu dis: «OK, je peux créer quelque chose, les gens l'achètent et ça crée du plaisir, du bonheur, de la confiance, tout ça». Donc ouais, pour moi, c'est un peu ces 2 trucs-là. Booster tes revenus et un côté, fun, intéressant, tu apprends des choses et le côté, gratifiant, création de confiance. Hem Et comme je disais, aujourd'hui, grâce à internet, en fait, c'est hyper simple de vendre des produits, de créer des produits, de les distribuer. Il y a plein de plateformes sur lesquelles tu peux t'accrocher pour, justement toucher plus de gens. Voilà, c'est pas comme en 2000 où, c'était un peu plus compliqué ou même dans les années 90 ou même avant. Donc ouais, ça devient de plus en plus simple et hem et après il y a de plus en plus de concurrence aussi, mais je pense pas que ce soit un vrai problème ça. Heu, donc voilà, c'est un peu ça ma vision des side business. Et t'aurais là-dessus, tu aurais aussi un conseil à donner aux gens qui tu sais, peut-être qui hésitent encore à se lancer ou qui ont peut-être pas encore d'idée, qui savent pas trop comment s'y prendre, Alors pour, à les part les idées, je pense idées de s'abonner à Snowball Makers évidemment. ouais, ça c'est un premier truc, mais non, je pense que ce qui aide vachement à générer des idées, c'est de lire énormément, sur des sujets divers et variés, en fait, parce que tu crées des connexions, tu dis: «Ah oui, j'ai Mmh. lu, un tel qui a lancé ça aux États-Unis» et puis en fait, tu dis: «Ah oui, mais en France, j'ai vu cet autre business» et tu combines les 2 et ça te fait un nouveau truc et bon bref. Je pense que ça aide, énormément. Hem et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le côté, ouais, faut pas avoir peur de se lancer et bon, c'est un conseil un peu bateau, mais c'est un peu le premier point bloquant, donc c'est normal Passer à qu'on l'action. ouais, de passer à l'action, c'est pas évident et je pense qu'il faut pas ouais, enfin, c'est très, alors je sais pas comment c'est en Belgique, mais je sais que c'est très français ce côté, tu vois, de très, très scolaire. Tu as envie que de rendre la copie, qu'elle soit parfaite pour avoir la meilleure note, tu vois? Ce côté, d'attendre que, oui, tout soit parfait, que tu aies un joli graphique et du coup, de te dire: «Ah oui, il faut peut-être que je paye un designer pour avoir mon truc», mais en fait, tu en as pas besoin. Bref, ouais, Ça, faut je pas pense attendre que ce que soit je sais parfait. pas si c'est moi j'ai l'impression que c'est je sais pas si c'est propre aux
au pays, j'ai l'impression que ma vision, Mmh. après avoir accompagné pas mal de gens, j'ai l'impression que c'est propre. Plus tu as fait des études, et plus tu as été Mmh. loin, limite dans des études compliquées, plus tu as créé ce truc Ouais. de perfectionniste, tu vois, je vais pas sortir un truc. Surtout, en plus, tu quelque part, de manière un peu, je sais pas comment expliquer, hem, c'est pas l'ego, mais tu vois, tu as créé quelque chose, tu te dis: «Bah, je peux pas sortir quelque chose qui n'est pas là, entre guillemets, hein, à la hauteur de, Ouais. ce qu'on m'a appris à faire ou ce que j'ai appris à faire, à une époque de Ouais. ma vie». Alors que des gens qui auront pas été, cadrés là-dedans, tu vois? En fait, ils s'en Mmh. foutent un peu plus et ils sortent des trucs comme ça sans trop se prendre la tête et souvent, en fait, ils vont beaucoup plus vite Ouais. que tu vois? Typiquement des ingénieurs, ce genre de profil-là qui aiment bien quand tout est Ouais. bien, tu vois, dès à la virgule calé à la virgule et ça réfléchit un peu trop malheureusement. Heu, Ouais. Oui, oui, ça a des avantages et des inconvénients, ouais. hein, comme tout. Je pense que selon à quel niveau tu es, être hyper perfectionniste, c'est hyper important. Mais par contre, je pense qu'au très bas niveau, il n'y a pas forcément d'intérêt à être perfectionniste. Mais ouais, je te rejoins sur le. C'est très lié à l'éducation et donc Mmh. forcément comment t'as été formaté, quoi. Donc ouais, se lancer, tout simplement. Ouais. Bah, ça va être un peu le mot de la fin, se lancer. Juste avant de terminer, est-ce que toi, tu aurais, peut-être dans ton entourage des gens auxquels tu penses, un peu des sous-marins, tu vois? Des gens qu'on parle pas trop, qui auraient lancé des side business et qui tu penses qui pourraient être intéressants, avec qui je pourrais échanger, bah, sur la thématique du side business ou sur, voilà, sur leur projet ou un projet un peu atypique ou, Bonne question. Euh, Alors, je sais pas si c'est un side business, mais ouais, j'ai des connaissances Snowball qui ont lancé un petit fonds d'investissement de private equity à côté de leur de leur boulot. Et donc, c'est une forme de side business. Mais il faudrait que je valide si c'est pas vraiment leur projet principal. Mais je crois que Mmh. pour l'instant, c'est encore un side business. Cool, bah, ouais, en fait, c'est ça un peu je trouve la magie du side business, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être, ma maman qui se mettrait à tricoter, des petits trucs, parce enfin pas qu'elle s'embête, mais voilà, que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire et qu'elle commence à le vendre sur Etsy. Tout aussi bien que, comme tu dis, quelqu'un qui est dans le private equity et qui va lancer un projet en lien avec son business, actuel. Donc il y a pas Ouais. de Il y a pas de limite, c'est ça que je trouve ça, super intéressant, de concevoir le side business, en fait, sous toutes ses formes. Mm, mm. Pour moi, l'immobilier, c'est du side business. Bah, tu vois ici, Ah oui. là où je suis, ben, c'est l'IMO, mais en même temps, j'ai créé un espace de coworking et puis une salle événementielle et puis, en fait, pourquoi pas un studio d'enregistrement dans le truc et en fait, tout est pensé comme un side business et les possibilités sont juste, presque infinies, quoi. Infini. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, très, très cool. Merci Yann pour cette interview. Donc, vous retrouverez, en commentaire un maximum de liens et puis surtout le lien principal qui est le lien de la newsletter, Snowball. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés, je vous mettrai en plus, un petit code pour bénéficier d'1 mois gratuit, à Snowball. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver également, Yoann sur LinkedIn. Je pense que c'est le réseau sur lequel tu es le plus, heu Ouais, ouais, LinkedIn, c'est très bien, ouais. sur LinkedIn. N'hésitez pas, on mettra le lien également à retrouver Johan sur LinkedIn. On mettra tous les liens de Snowball en commentaire de cette interview. Bah, écoute, merci Johan encore pour ton temps. Merci pour tout ce que tu fais pour éduquer le marché sur les finances perso. Je pourrais tout doucement bientôt inscrire mes enfants à Snowball. Faudrait presque, ça c'est un truc que j'ai toujours voulu aussi, c'est tu sais, faudrait presque la version euh, Enfant. enfant-ado de Snowball. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai. Ouais, Ça, je pense que c'est aussi une vraie idée de newsletter, potentiellement, ouais. tu vois, à partir finalement de 8-10 ans, dès qu'ils commencent en fait à avoir un peu d'argent de poche, à avoir un peu de sous à gérer, Mmh.
comment est-ce que je mets un billet que je reçois dans plusieurs pots et puis qu'est-ce que je fais avec ces pots? Le pot pour maintenant, plaisir, le pot pour plus tard, tu vois? Commencer à les éduquer sur tout ça. Je pense qu'il y a d'ailleurs aussi des chouettes idées à faire autour de ça, mais en tout cas, peut-être un jour, hein, peut-être un jour dans Peut-être. Snowball, une des versions Snowball, C'est peut-être ça. un créateur de contenu qui nous entend, qui voudrait faire là-dessus. Tu as un mot de la fin, toi, Johan? Que tu voudrais partager à l'audience? Non, mais merci à toi déjà pour l'invite et l'interview, c'était très cool. Et le mot de la fin, non, mais on va rester sur lancez-vous, hein, Et abonnez-vous à Snowball. et abonnez-vous à ce bol. Allez, super. Merci. Merci, Johan. À très bientôt.